semaine. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews publié cette semaine qui le dit. 87% des Français pensent que la laïcité est en danger aujourd'hui en France. Une opinion partagée par toutes les opinions politiques puisqu'elle est partagée par 96% des électeurs du Rassemblement national, 91% des Républicains, 89% de la République en marche, 84% du PS et 76% de la France insoumise. Un sondage réalisé après l'attentat de Conflans dans lequel un professeur a été exécuté pour avoir montré les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, ceux qui avaient causé une levée de boucliers de certains parents d'élèves et la diffusion de vidéos faisant office de fatwa. La laïcité est-elle en danger en France? C'est le débat de la semaine aujourd'hui sur Sud Radio. En notre compagnie, Françoise Laborde, ancienne sénatrice radicale de la Haute-Garonne et très en pointe sur les questions de laïcité. Bonjour. Bonjour. Et Malik Bezou, auteur des livres France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb, et Ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Et vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300. Françoise Laborde, 87% des Français le disent dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Ils sont 87,4% sur Twitter. C'est un score brejnevien. Oui, on peut dire cela. Je pense que c'est aussi parce que vous avez fait ce sondage après l'attentat et donc la décapitation de Samuel Paty, à qui bien sûr, je rends hommage, car c'est très important de le dire. Je pense que l'école, par le biais d'un enseignant, ça a été la sidération, une sidération collective qui a sûrement entraîné les résultats de ce sondage. Peut-être j'aurais aimé avoir les résultats avant, si on avait fait un genre de sondage comme ça. Et j'ai envie de vous dire, j'espère que demain et après-demain, les Français penseront encore cela et feront tout pour que cela change. Le score, il est brejnevien, Malik Bezou. 87%. Et sur Sud Radio, enfin sur Twitter, le compte de Sud Radio, c'est 87,4. Donc les deux scores sont kiff-kiff. Oui, sans rentrer dans les considérations mathématiques, en effet, lorsque des sondages sont élevés, il n'est pas étonnant que sur Twitter aussi, le sondage soit très élevé. Ça reflète simplement une réalité, un sentiment. Alors justement, est-ce qu'il y a un sentiment de recul de la laïcité, Malik Bezou, ou est-ce que c'est vraiment un fait réel? Alors, comme l'a dit notre amie Françoise Laborde. Tout à fait. On est dans un état émotionnel extrêmement fort. Peut-être que le sondage, s'il avait été effectué un peu avant, on aurait eu quelque chose de moins intense. Cela dit, il y a un ressenti. Effectivement, la population française, dans son immense majorité, considère qu'il y a un recul de la laïcité. Alors moi, j'émettrais une réserve dans le sens où la laïcité, c'est l'administration, c'est les agents du service public, exactement, qui doivent être dans une neutralité. Et en ce sens, je me demande si ce sondage, il reflète pas plus un état émotionnel qu'autre chose. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas une inquiétude par ailleurs d'un recul de la laïcité. Mais dans les faits, un recul de la laïcité voudrait dire que l'État ou les agents de la fonction publique sont de moins en moins laïques. Donc c'est là où j'ai une réserve. Je pense qu'on a un véritable choc émotionnel causé par la barbarie à laquelle on a assisté, avec ce martyr de la République, pour reprendre l'expression de Natacha Polony. Je crois que c'est elle qui a dit que cet enseignant est de fait devenu un martyr de la République, et c'est le cas. Mais ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Françoise Laborde, est-ce qu'on a vraiment reculé sur la laïcité, et si oui, quels sont les principaux reculs? Pour moi, c'est clair qu'on a reculé parce que la première entrée, et qui était l'entrée très solide il y a très longtemps, je dis très longtemps hélas, exprès, c'était l'école. Et donc cette laïcité ne rentre plus par l'école autant qu'elle le devrait. Je dis autant qu'elle le devrait parce que bien sûr, là encore, je profite pour rendre hommage à tous les professeurs qui appliquent cette laïcité, qui donc sont neutres, sont des vrais professeurs laïcs et enseignent justement la liberté de conscience, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, il y a deux entrées au niveau de la laïcité. Bien sûr, il y a l'entrée juridique, mais il y a l'entrée philosophique, parce qu'on n'aurait jamais eu cette loi de 1905 s'il n'y avait pas eu une entrée philosophique suite
aux Lumières. Et moi, je crois encore, malgré toute cette barbarie, aux Lumières. Alors justement, vous avez parlé de l'école. Sarah El Haïry, la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, était à Poitiers cette semaine avec des jeunes. Écoutez ce que disent des jeunes adolescents face caméra. Après 5 jours de débat, les jeunes ont des propositions concrètes pour la secrétaire d'État, notamment des cours de religion à l'école et le droit d'en revêtir les symboles. Je pense qu'à l'école c'est peut-être possible, mais au lycée je comprends pas que ce soit interdit parce que c'est un âge où on est grand, on est assez développé pour faire ses propres choix. Je pense que la loi elle a été faite il y a très longtemps et qu'en fait on a évolué et que du coup la loi elle devrait évoluer par rapport à nous. Enfin, je veux dire, elle a été faite il y a plus d'un siècle, je pense. Et puis maintenant on est en 2020, enfin faut évoluer. Alors, c'était des jeunes qui étaient en compagnie de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry. Des propos, alors la jeune fille qui parlait était voilée. Est-ce que quand même ça pose pas question quand vous entendez des jeunes à l'époque post-mai 68 pour les plus de 50 ans, on avait plutôt tendance, vous me passerez l'expression, à bouffer du curé. Je sais que l'expression ne vous choquera pas, Françoise Laborde. Quand vous entendez maintenant des jeunes, comment ? Un peu. Mais c'est en post-mai 68, c'était comme une réalité. C'est pas pareil. Oui, mais quand vous entendez ces jeunes qui disent nous on veut porter le voile et il faut revenir à la loi de 1905 et je cite pour s'adapter à nous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne voudrais pas être la seule qui parle, mais ça m'inspire, bien sûr, justement, ça me conforte, je dirais, dans cette idée qu'il faut d'abord éduquer, justement, sur une libre conscience et sur un enseignement de ce qu'est d'abord la République, de ce que sont les lois de la République. Et après, moi, c'est pour ça qu'à l'université, même si certains me l'ont reproché, j'ai dit, du moment que l'on respecte les enseignants, je pourrais supporter de voir des affichages religieux, que ce soit une croix ou un voile. Mais jusqu'à l'école, jusqu'au bac, jusqu'au lycée, je suis désolée, on ne va pas pinailler s'ils passent leur bac à 18 ans, à 19 ans ou à 20 ans. Et donc, jusqu'à cette majorité, on va dire lycéenne, je voudrais et je veux que ça reste comme ça et que l'on enseigne les lois de la République. Malik Bezou, quand vous entendez ces jeunes qui revendiquent le fait religieux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, des jeunes, 3e, 4e génération, 2e génération, mais 3e génération en tout cas, il y a ce que j'appelle je les appelle les born again de l'islam. L'expression est peut-être un peu maladroite, mais en tout cas, il y a... Alors je rappelle pourquoi, parce que les born again aux États-Unis, c'est ceux qui avaient quitté la religion pour revenir vers le christianisme, le plus célèbre étant l'ancien président des États-Unis, George W. Bush. Tout à fait. Donc là, l'expression est peut-être un peu maladroite, mais en tout cas, il y a un retour vers le religieux. Ce retour s'explique parce que dans les fin des années 80, dès les années 80, il y a une islamisation qui se fait à l'échelle mondiale, essentiellement par l'Arabie Saoudite et donc via le wahhabisme, qui est la forme la plus sectaire de l'islam sunnite, une forme radicale, voire fanatique, en tout cas clairement extrémiste. Donc il ne faut pas qu'on s'étonne, et puis ce wahhabisme a été diffusé avec l'aval de l'Occident. À l'époque, il s'agissait de lutter contre l'Union soviétique, donc on était même très, très copains avec les djihadistes, on les appelait les moudjahidines d'ailleurs. Reagan avait reçu les combattants afghans, on les avait appelés les moudjahidines, ce qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes, mais à l'époque on les appelait les combattants de la liberté. Donc aujourd'hui la donne a changé, puis on se rend compte que ces gens-là ne sont pas si fréquentables que ça, mais le mal a été fait. Pendant plus d'un demi-siècle, le wahhabisme s'est diffusé dans le monde entier et l'islamisation qui a été générée, ça s'est fait par ce vecteur-là, qui est un islam extrêmement rigoriste, voire extrémiste, en tout cas qui fait le lit du fanatisme et de l'extrémisme. Et donc, c'est pas étonnant qu'en France, enfin en tout cas en Europe, on ait cette vision sectaire, rigoriste de l'islam avec une approche très ritualiste où le foulard est très important, alors qu'en réalité, l'islam est avant tout une spiritualité, c'est un rapport à Dieu, mais malheureusement, il y a une islamisation qui s'est faite. Alors, je corrige, quand je dis islamisation, il faudrait plutôt parler de wahhabisation. Et il est là le drame. C'est pas tant l'islamisation qui pose souci, c'est quel type d'islamisation. Et on a hérité de la pire, c'est-à-dire le wahhabisme. Et j'allais dire, aujourd'hui, le mal est fait.
Vous avez entendu ça, Françoise Laborde, vous avez entendu Malik Bezou. Quand vous entendez ces jeunes, est-ce que quelque part, c'est pas le prix qu'on paye aujourd'hui pour les fameux territoires abandonnés de la République? Moi, quand j'entends ces jeunes s'exprimer, je me dis que les prédicateurs wahhabites ont certainement bien fait le boulot dans certains quartiers. J'en suis convaincu. Je pense qu'on a baissé la faute à qui? garde. Bon, la faute à tous d'abord, parce que je pense que assez vite, on a fait partie des gens qui ont regardé ailleurs et qui n'imaginaient pas que dans certains territoires qu'ils ne fréquentaient pas, que nous ne fréquentions pas, il y avait cette façon insidieuse de pénétrer jusque dans les foyers, jusque donc au plus proche des enfants et des jeunes. Mais je crois que c'est la faute aussi partagée de moins d'enseignants, de moins de rigueur et d'obligation dans cette éducation sur la laïcité, la neutralité, sur ce qu'on appelle le vivre ensemble. On ne peut vivre ensemble que si on a quelque chose de commun. Et ce qu'on a de commun, ce sont les règles et les valeurs de la République et les principes. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, la nature ayant horreur du vide, vous vous souvenez qu'il y a quand même un certain nombre d'années, tous les gouvernements partageaient ce qu'on appelait au pied des immeubles, il y avait la folle, il y avait des enseignements, il y avait des cours. La folle, c'était la fondation des œuvres laïques. Pardon, oui, excusez-moi. Parce que ça peut être mal interprété. Oui, c'est vrai, pardon. Et donc même ces enseignants qui restaient le soir après, qui aidaient, je crois qu'on a vidé les quartiers de tout ce qui était notre République et de notre démocratie et que l'on a laissé la place à d'autres. Et aujourd'hui, pour revenir en arrière avec Internet en prime, ce sera très difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Alors, on parle vrai sur Sud Radio, Malik Bezou. Est-ce que vous êtes spécialiste de l'islam, hein, vous avez écrit France Islam, le choc des préjugés, ils ont trahi Allah. Est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité à la française ? Oui, bien évidemment, parce que l'islam, avant tout et fondamentalement, c'est une spiritualité, même si certains disent que c'est un code, etc. Ça, on l'entend souvent chez certains, mais ça reste avant tout un rapport à la transcendance et une spiritualité. Ceux qui ont fait de l'islam une religion bigote, ritualiste, j'insiste, c'est le wahhabisme, c'est le salafisme et l'islamisme aussi. Les trois ont dénaturé, ont remis une couche, ont fait de l'islam un fondamentalisme. Et ça a été très prégnant dans tout le monde musulman. Il suffit de voir l'Arabie Saoudite des années 40, 50, 60, l'Égypte, l'Algérie. On se rappelle du discours de Nasser en Égypte qui se moque des gens qui voilent les femmes. Ça a bien changé quand même. Radicalement. L'Afghanistan des années 60-70 n'a plus rien à voir avec l'Afghanistan d'aujourd'hui. L'Algérie, l'Égypte, etc. Donc cette lame de fond extrêmement puissante soutenue par l'Arabie Saoudite, elle est derrière ça. Et puis avec l'aval des puissances occidentales, je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, ça produit ce résultat. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que c'est trop tard parce que le mal est fait, donc il faudra plusieurs générations pour reconstruire une théologie plus libératrice. Je parle de l'islam, bien évidemment, mais là, effectivement, cette vision bigote, ritualiste, fondamentaliste de l'islam, elle est là, et il faut que les Français et les Françaises aient conscience de cette réalité. Et par voie de conséquence, les attentats vont pas s'arrêter. C'est dramatique ce que je dis, mais il n'y a aucune raison qu'il y aura de temps à autre, comme ça, des actes barbares, parce qu'il y a une prégnance d'un islam complètement rigoriste, fondamentaliste, qui peut entraîner chez certains un phénomène de bascule. Et ils sont extrêmement peu nombreux, peut-être 0,0001% de la population musulmane, mais 0,0001% de 7-8 millions de personnes, ça vous fait quelques centaines d'individus. Bon, et ça, c'est une réalité. Françoise Laborde, vous êtes très en pointe sur les questions de laïcité. Est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité à la française ? On voit ce qui se passe en Turquie. Atatürk avait mis la laïcité en route il y a près d'un siècle. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu avec Erdogan. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Malik, parce que c'est vrai que si on considérait l'islam comme il l'a décrit, c'est-à-dire en religion pacifiste et qui n'est pas cet excès, bien sûr, on pourrait dire oui.
comme il peut y avoir des excès. Tout ce qui est extrémisme est terrible. Mais malgré tout, je ne peux pas tout à fait quand même partager ce qu'il dit, parce que un attentat, 2 attentats, 3 attentats sont toujours de trop. Et donc c'est vrai que j'ai peur. Donc en effet, bien sûr, je sais qu'on partage ça. Je pense qu'on ne peut pas laisser faire en se disant il faut attendre 1 ou 2 générations. Donc il faut qu'on revienne là-dessus et qu'on fasse vraiment la différence. Bien sûr que toute religion, alors ce soit le wahhabisme, le salafi, je suis moins connaisseuse que notre ami, mais je pense qu'il faut... C'est comme toute religion. Voilà, moi, je ne veux pas dire que l'islam n'est pas compatible. Il pourrait peut-être... On voit quand même la Tunisie à l'époque, on voit l'Égypte à l'époque. Donc, c'est vrai, plein de pays prônaient justement d'abord une éducation, parce que je reviens là-dessus, je suis désolée, mais quand on a cette éducation dans n'importe quel pays, quel qu'il soit, ça permettait justement cet islam que revendiquent les musulmans, et c'est pour ça qu'ils sont aussi très traumatisés, parce qu'après chaque attentat, il y a une stigmatisation. Et ça, moi, je l'entends, il faut être attentif aux mots que l'on utilise, parce qu'on focalise sur une population un certain nombre de choses. Après, est-ce que cette population ne doit pas aider tout le monde pour que ça change? J'ai envie de dire oui. Même si en tant que laïque, je n'ai pas le droit de dire cette personne est musulmane, elle doit nous aider. C'est à elle de dire qu'elle est musulmane. Comme un chrétien, un catho, un protestant, un juif doit... Voilà, il ne met pas en avant sa religion, il met son appartenance à la République. Comme disait d'ailleurs Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État chez lui. Merci beaucoup Françoise Laborde, ancienne sénatrice radicale de la Haute-Garonne, très en pointe sur les questions de laïcité, et Malik Bezou, auteur des livres France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb. Et ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire. Verdict, eh bien les auditeurs de Sud Radio sur Twitter font le même score, 87,1%. C'est 87% dans le sondage IFOP pour Fiducial. Sud Radio et CNews, oui, 87% pensent que la laïcité est en danger en France. De suite, Osez investir, Thomas Binet, qui reçoit Laurent Vimon, le PDG de Century 21, et dans le club, à l'auteur d'un tube mémorable de l'été qui a fait en grande partie sa fortune. On écoute un extrait. Oui, un des tubes de l'été 1975, Dolan's Melody. Ce sera Jean-Claude Borelli qui sera avec nous. On se retrouve dans quelques instants.